Bonsoir. Théma spécial en effet sur l'Afghanistan ce soir avec cette question paradoxale. L'un des pays les plus pauvres du monde est-il en train de menacer le plus riche, c'est-à-dire les États-Unis, et finalement de menacer notre fragile équilibre mondial? En effet, depuis les terribles attentats du 11 septembre à New York et à Washington, la politique internationale a brusquement changé de nature. La priorité est aujourd'hui à la lutte contre le terrorisme. Vous le savez, le président Bush a annoncé très vite qu'il avait l'intention de répliquer avec la plus grande fermeté. Déjà, les forces militaires américaines sont en route vers la Méditerranée et le Golfe Persique. Où et quand vont-elles frapper? Cela, évidemment, on ne le sait pas encore. Mais il y a une cible prioritaire, si je puis dire. La plus grande probabilité, c'est que les Américains frappent en Afghanistan. L'Afghanistan des talibans est en effet devenu en une semaine l'ennemi public numéro 1. Motif, ce pays abriterait le chef islamiste Ben Laden, qu'on accuse d'être le maître d'œuvre des attentats du World Trade Center et du Pentagone. Or, et c'est là le paradoxe, l'Afghanistan est un petit pays, entre guillemets. S'il est grand par son territoire, il n'a que 15 millions d'habitants environ. Il est en guerre depuis 20 ans et au moins 1,5 million d'Afghans ont quitté le pays durant cette période. C'est un pays divisé entre de nombreuses ethnies, un peu comme les Balkans. C'est aussi un pays très pauvre, miné par la guerre et par la sécheresse de ces dernières années. Et enfin, c'est un pays qui est dirigé aujourd'hui par le régime islamique le plus dur du monde, le régime des intégristes talibans. Malgré ou à cause de tout cela, l'Afghanistan est devenu, je vous le disais, l'ennemi public numéro 1. Alors, pourquoi ? Comment l'Afghanistan en est arrivé là? Eh bien, ce soir, Arte tente d'expliquer ce pays et son implication dans la nouvelle menace sur la paix mondiale. À la croisée des invasions et des civilisations, l'Afghanistan, qui mit en échec l'Empire britannique puis l'armée soviétique, est redevenu le théâtre d'un grand jeu orchestré par les puissants. Jean-Christophe Victor fait le point géopolitique des enjeux énergétiques. Pour beaucoup, il représentait l'Afghan, le héros de la résistance à l'oppresseur soviétique, le libérateur de Kaboul. En hommage au lion du Panjshir, retour dans le maquis avec celui qui constituait l'un des derniers remparts militaires contre le totalitarisme islamiste. Aujourd'hui, les talibans contrôlent pratiquement l'ensemble du pays. Par la force, ils imposent leur fondamentalisme religieux à une population victime d'une crise humanitaire sans pareille. Au cœur de la terreur, une femme vole des images au risque de sa vie. Sur notre site internet, un spécial Afghanistan vous permettra entre autres de participer au forum ou de consulter le dossier complet du dessous des cartes sur les talibans. Quel est donc ce pays, l'Afghanistan, dirigé par les talibans? L'Afghanistan est-il vraiment un repère de terroristes, un sanctuaire même pour les terroristes? Pourquoi abrite-t-il aujourd'hui le milliardaire islamiste Ben Laden? Quel avenir pour ce pays, si mal parti après 20 ans de guerre? Quel avenir aussi pour les talibans? C'est ce que nous allons voir tout au long de cette soirée avec des reportages, bien sûr, des documents et des débats. Et puis, avec donc nos invités, je vous les présente tout de suite. Il y a Almut Wieland-Karimi, spécialiste de l'Asie et de l'islam à la Fondation Friedrich Ebert de Berlin. Alexandre Adler, historien, journaliste, directeur du Courrier international. Bernard-Henri Lévy, philosophe, écrivain. Et puis Willi Stoll, journaliste, ethnologue, ancien correspondant de la radio allemande en Afghanistan. Mais avant de débattre de tout cela, revenons une nouvelle fois sur l'actualité, bien sûr. Les Afghans savent qu'ils sont devenus la cible prioritaire des Américains. Cette population, déjà terrorisée par les talibans, est maintenant terrorisée par les menaces de guerre. Elle fuit en masse les grandes villes, faisant redouter aux ONG une catastrophe humanitaire. Et cela au moment même où les États-Unis mettent en route leur machine de guerre. Véronique Barondeau. Ces images font le tour du monde, démonstration de la puissance américaine. Des images qui doivent prouver que les Américains sont prêts à tout. La seule chose pour l'instant dont on est vraiment sûr, c'est le nom que porte l'opération militaire, Infinite Justice, justice sans limite.
Ce matin, pour la première fois depuis les attentats, une délégation américaine s'est rendue à l'OTAN. Le secrétaire d'État adjoint, Richard Armitage, a consulté les 18 alliés sur la riposte que les Américains comptent engager. À la croisade contre le terrorisme lancée par George Bush, les chefs religieux d'Afghanistan ont répondu par une menace de djihad en cas d'attaque américaine. Après 2 jours de débat à Kaboul, plusieurs centaines d'oulémas ont appelé le chef des talibans à faire pression sur Oussama Ben Laden pour qu'il quitte volontairement l'Afghanistan. Une réponse qui ne satisfait pas les Américains. Mort à l'Amérique, vive les talibans, c'est ce que scandaient les 3000 manifestants islamistes aujourd'hui dans les rues de Peshawar, en signe de soutien à Oussama Ben Laden. Pendant ce temps, les réfugiés continuent à affluer à Peshawar, et ce, malgré la fermeture des frontières décidée lundi par les autorités. La ville est la première étape au Pakistan pour tous ceux qui quittent l'Afghanistan. Les organisations humanitaires parlent déjà de situation d'urgence. L'Afghanistan, pour le connaître, pour le situer, pour le comprendre, il faut déjà regarder les cartes. L'Afghanistan est situé en Asie centrale, sur un territoire montagneux qui a suscité bien des convoitises depuis le 19e siècle notamment. Il abrite une population multiethnique et sa terre est un enjeu stratégique. Américains et Saoudiens voulaient faire passer par là un gros pipeline pétrolier pour acheminer le pétrole de la mer Caspienne. Cela rajoute bien sûr à la complexité du problème. Alors voyons tout de suite le dessous des cartes avec évidemment Jean-Christophe Victor. Au XIXe siècle, l'Afghanistan subit de constantes pressions depuis l'ouest, par l'Empire perse, depuis le nord, par la Russie, qui cherche, après les conquêtes en Asie centrale, à s'assurer un couloir vers les mers chaudes, depuis l'est, par la Grande-Bretagne, qui voudrait annexer l'Afghanistan à l'Empire britannique des Indes. Or, elle n'y parviendra jamais, malgré 3 guerres anglo-afghanes entre 1839 et 1919. C'est cela que Kipling et les chancelleries occidentales appelaient au XIXe siècle le grand jeu. Au XXe siècle, 2 événements seront majeurs pour le pays. À l'est, l'Afghanistan se découvre en 1947 un nouveau voisin qui s'appelle le Pakistan et qui vient, avec l'Inde indépendante, prendre la suite de l'Empire britannique des Indes. Le Pakistan est le premier État musulman du monde et il va constamment se mêler des affaires afghanes pour tenter d'avoir à Kaboul un régime ami. Au nord, en 1979, l'armée rouge envahit le pays. Alors ce flux militaire créera une crise internationale majeure entre l'Est et l'Ouest dans les années 80. Le reflux, 10 ans plus tard, en 1989, va contribuer à l'effondrement de l'Empire soviétique. L'armée rouge partie, et plus encore l'URSS désintégrée, l'Afghanistan n'a plus de fonction anti-soviétique. Et comme l'État afghan a littéralement volé en éclats pendant la guerre de résistance, le pays s'engage dans une guerre civile qui est en train de devenir une guerre entre groupes ethniques. Ainsi, les puissances extérieures vont à nouveau pouvoir jouer les tribus et les ethnies les unes contre les autres à des fins qui les dépassent complètement. Eh bien, c'est cela que je voudrais analyser aujourd'hui. Pour bien comprendre, regardons la répartition des peuples en Afghanistan. Dans les vallées du nord et de l'est, les Tadjiks, qui sont des descendants des Perses. À l'est, les Nouristanis. Au nord, les Ouzbeks, les Turkmènes et les Kirghizes, le long de la frontière de l'ancienne Union soviétique. Au centre de l'Hindoukouche se trouvent les Aïmaks et plus loin les Hazaras, une minorité chiite. Les autres Afghans étant sunnites, c'est une différence qui est importante à proximité de l'Iran. Les Baloutches dans le sud-ouest, à cheval sur la frontière afghano-pakistanaise. Et puis la dernière pièce du puzzle qui manque, ce sont les Pashtuns, la plus importante ethnie historiquement, politiquement et numériquement. Ils sont 12 millions, dont 6 du côté afghan et environ 6 du côté pakistanais. Eh bien, c'est à ce stade de mon raisonnement que peuvent entrer en scène les talibans. Les talibans sont partis du sud du pays pour progresser en direction du nord et se sont finalement installés à Kaboul en octobre 1996 avec depuis un front militaire mouvant. Taliban, cela veut dire étudiants dans les livres. Ce sont des jeunes garçons qui viennent des madrasas, c'est-à-dire les écoles coraniques rurales du sud de l'Afghanistan, c'est-à-dire situées en zone pachtoune dans cette région-là du pays que vous voyez. Et de fait,
quand on superpose les zones conquises militairement par les talibans en 1996 avec les zones de peuplement pachtoun, on a presque la même indication, presque la même limite. Alors pourquoi ont-ils progressé si vite? Plusieurs éclairages sont nécessaires pour comprendre. D'abord, à l'intérieur du pays, les talibans ont bénéficié d'une certaine lassitude de la population afghane face aux commandants de guérilla et des gouvernements moudjahidines de Peshawar, incapables de faire la paix dans le pays, alors qu'ils avaient si bien su faire la guerre contre les soviétiques. Ensuite, à l'extérieur, les talibans sont soutenus par les services de renseignement pakistanais. Pourquoi? Il faut changer d'échelle pour comprendre le calcul. Le Pakistan soutient le mouvement des talibans parce qu'il cherche depuis toujours à mettre en place à Kaboul, je vous le disais, un régime ami. Beaucoup d'officiers pakistanais étant des Pathanes, c'est-à-dire des Pashtuns, il y a donc à la fois affinité ethnique, mais aussi affinité religieuse. Ensuite, un régime ami à Kaboul assurerait au Pakistan une sorte de profondeur stratégique dont il est dépourvu face aux voisins ennemis indiens. Et puis le troisième paramètre, ce sont les républiques d'Asie centrale ex-soviétiques qui sont maintenant indépendantes et qui se révèlent très riches en hydrocarbures. Et c'est là où l'on retrouve le grand jeu autour de la Caspienne. Voilà les pays d'Asie centrale au nord de l'Afghanistan. Parmi ces pays, le Turkménistan voisin renferme des réserves considérables de pétrole et plus encore de gaz. Le site principal est à Mari, dans l'est du pays. Mais le problème, c'est par où faire sortir ces richesses récemment découvertes. La logique historique voudrait que ces hydrocarbures transitent par le nord, c'est-à-dire la Russie, passant par les anciens réseaux de l'ex-URSS. Mais les réseaux sont vieux, et les pays de la CEI se méfient de toute dépendance vis-à-vis de la seule Russie. Une logique géographique pousserait à sortir par le sud-ouest, par l'Iran. Mais là, c'est le Congrès américain, avec ce qu'on appelle la loi d'Amato, qui fait obstacle à tout commerce et tout investissement avec l'Iran, ou plus exactement qui change d'avis d'ailleurs toutes les demi-heures. Reste enfin une troisième logique, une logique politique, c'est la sortie par l'Afghanistan. Par sa position enclavée, le pays est un véritable verrou. Or, cette sortie intéresse les compagnies pétrolières américaines, argentines et surtout pakistanaises, qui cherchent à empêcher toute évacuation des hydrocarbures par l'Iran ou par la Russie. Mais pour réussir cette sortie, il faut réunir les conditions financières, techniques et plus encore de stabilité politique, et ce peu importe la nature du régime afghan. Si l'on veut construire un oléoduc-gazoduc partant de Mari, transitant par l'ouest puis le sud de l'Afghanistan, puis l'ouest du Pakistan pour arriver au port de Gwadar, on voit que l'on traverse, pour la partie afghane, la région majoritairement pashtoun-talibane. C'est là, on l'a compris, l'intérêt du Pakistan, autant politique que énergétique que économique. Avoir un régime ami à Kaboul, assurer l'approvisionnement énergétique du pays et toucher les royalties s'il y a transit vers l'extérieur. Pour évacuer par une liaison directe gaz et pétrole d'Asie centrale, les compagnies américaines Unocal, saoudiennes Delta, argentines Bridas ont déjà investi massivement, et investir, cela veut dire parier sur tel ou tel mouvement de guérilla. Évidemment, ce qui est calculé là n'a rien à voir avec des affinités religieuses. Fondamentalisme et hydrocarbures peuvent fort bien cohabiter et trouver des intérêts communs, provisoires ou non. Voilà donc pour les faits, pour l'état des lieux, si je puis dire, et je crois qu'on comprend mieux comme ça la complexité de cet Afghanistan. Alors, tout de suite, si vous voulez bien, on va parler de l'actualité, parce que je crois que depuis aujourd'hui, enfin depuis quelques jours, mais aujourd'hui c'était encore plus marquant, il semble qu'un grand marchandage soit en train de se dessiner entre, d'une part, les États-Unis et les Afghans, sur le fait, sur la possibilité de livrer ou non Ben Laden. Est-ce que, Willi Stoil, est-ce que vous croyez à cette possibilité des talibans livrant Ben Laden ?
J'ai été très surpris hier de voir le manque d'agressivité dans le ton des déclarations émanant de Kaboul. Au départ, je n'y croyais pas du tout. Je ne pensais pas que les choses allaient bouger et j'ai été assez frappé par la retenue, la modération des déclarations. Et l'Assemblée des oulémas, donc des docteurs, a dit dans les formes que Ben Laden était invité à quitter le pays ou que l'on invitait, le Mollah Omar a invité Ben Laden à quitter le pays. C'est étonnant, ça m'a surpris. C'est pas un nom en tout cas. Alexandre Adler, qu'est-ce que vous en pensez? Se dire que voilà, les talibans sont dans la main des services secrets pakistanais et de l'armée pakistanaise, comme on l'a dit. Et pour l'instant, le général Musharraf cherche à gagner du temps et à tromper les Américains et l'opinion occidentale. Et donc, il a orchestré ça avec ses amis talibans en leur disant peut-être qu'on peut gagner un peu de temps ainsi. Il n'est pas impossible aussi que Oussama Ben Laden veuille porter le débat, le combat ailleurs et soit en train de préparer sa fuite d'Afghanistan. Pas du tout. Vous pensez que c'est pas impossible, ça? Écoutez, il a plusieurs armées privées, mais l'une qui est quand même en effectif comparable à sa 55e division en Afghanistan, c'est les milices du groupe Islah au Yémen, lesquelles sont responsables notamment de l'attaque contre le destroyer Cole l'année dernière. Et il pourrait aller là-bas? Il peut parfaitement aller là-bas parce que dans sa logique, mourir en combattant, rien n'est meilleur que de mourir sur la terre de ses ancêtres au Yémen et à proximité de la Mecque et de l'Arabie Saoudite, puisqu'en fait, son opération avait deux cibles formidables, l'armée pakistanaise qu'il voulait casser en deux et le système politique saoudien. Donc peut-être a-t-il décidé cela en combinaison avec les talibans. Mais les talibans sont dans sa main, il faut quand même le savoir. Oui, alors justement, c'est ça la question que j'allais vous poser. La question que j'allais vous poser, qu'est-ce qui rassemble, au fond ça je vous la pose à tous, qu'est-ce qui rassemble ces talibans, chefs d'un pays très pauvre, misérable, etc., et ce richissime milliardaire d'origine saoudienne? Une idéologie commune. Seulement l'idéologie? Oh. Oui. Je crois que ce qui est important, c'est les expériences communes. Il faut voir d'où viennent les talibans, d'où vient Oussama Ben Laden. Et nous savons qu'ils ont grandi, qu'ils ont été formés, équipés dans les années 80. Ça a été l'apogée de la guerre froide. C'était en fait les guerriers qui étaient sur le front et qui se battaient pour l'Occident. C'est ceux qui s'attaquaient à ce qu'on appelait à l'époque l'Empire du Mal. Ils ont réussi à défaire les armées soviétiques et c'est cette philosophie commune qui les soude. Je crois que ce qui les rattache et les soude aujourd'hui, c'est avant tout le sentiment d'avoir vécu une humiliation. L'Occident les a laissés tomber. Ils sont allés faire la guerre à une certaine époque pour l'Occident et aujourd'hui on les traite de voyous et on veut les exterminer. Bernard-Henri Lévy. Écoutez, moi je crois que ce qui soude les talibans et Ben Laden, c'est en effet une idéologie commune, c'est-à-dire une conception démente et perverse de l'islam, une haine de l'Occident absolument totale, sans merci, sans quartier. Et ce qui les soude aussi, c'est quand même quelques intérêts. Oui. Vous venez de dire très justement que le régime taliban, que l'Afghanistan était un pays pauvre. La ressource des talibans aujourd'hui, c'est Ben Laden, pour partie, enfin les réseaux Ben Laden qu'il a lui apport. Et la drogue, j'allais y dire. Alors je voudrais répondre à votre question quand même. Est-ce que je pense que les talibans livreront Ben Laden? Voilà. Alors moi je ne crois pas. Je n'ai aucune information, je ne suis pas un spécialiste d'Afghanistan, mais en revanche, je connaissais, comme vous savez, un peu le commandant Massoud. Je suis resté en contact avec certains de ses partisans. Et on en reparlera tout à l'heure. Et j'ai eu, voilà. Et ces dernières heures, ces derniers jours, j'ai eu des contacts téléphoniques avec les gens qui ont pris la relève et qui continuent le combat. Et eux disent deux choses. Et c'est ça que je voudrais vous dire. C'est pas mon avis, c'est l'avis de l'Alliance du Nord. Ils ne pensent pas que Ben Laden sera livré pour deux raisons. Ouais. Premièrement, parce qu'il n'est pas du tout sûr que Ben Laden soit encore en Afghanistan. Nous n'en savons rien. Et les gens de l'Alliance du Nord en doutent fortement. Ah oui. Donc il n'est pas exclu que nous soyons menés en bateau et que nous assistions à une énorme opération d'intox de la part des talibans, c'est-à-dire de leur maître, les Pakistanais. Il est probable que Ben Laden, aujourd'hui, ne soit plus en Afghanistan. Et l'autre raison? Et l'autre raison, toujours les gens de l'Alliance du Nord, c'est ce que disait Massoud déjà à l'époque, c'est que les talibans ne sont pas de gentils démocrates
qui vont vouloir épargner leur peuple et éviter à leur peuple des bombardements américains. Les talibans sont des gens qui sont animés par une idéologie mortifère, une espèce de viva la muerte. Ils veulent mourir. Ils veulent que, un peu comme Milosevic, toute proportion gardée à l'époque de la guerre du Kosovo, ils appellent de leur vœu l'intervention américaine. Donc pour ces deux raisons-là, je crois qu'il n'y a aucune raison qu'ils livrent Ben Laden. Almoud Wieland voulait aussi donner son point de vue sur ce sujet. Je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que les talibans sont tous sauf des démocrates. Mais je crois qu'il faut ajouter que l'Alliance du Nord n'est pas non plus animée par un esprit démocratique. Je crois qu'il faut bien voir que des deux côtés, il s'agit d'alliances. Pas uniquement du côté de l'Alliance du Nord, où il y a un certain nombre de sympathies et de liens, mais du côté aussi des talibans. On observe actuellement un acte diplomatique. C'est le premier que les talibans ont fait en 5 ans. D'une part, bien sûr, il n'y a pas beaucoup de démocrates en Afghanistan parce que l'Afghanistan n'a jamais connu la démocratie, mais il n'y a aucune symétrie possible qu'on puisse faire entre les talibans, qui sont de véritables monstres, comme Bernard-Henri Lévy vient de nous dire très justement, qui sont des gens qui tournent même le dos aux traditions les plus respectables et les plus grandes de l'Afghanistan, qui a longtemps été un lieu de relative tolérance à l'intérieur de l'islam, et notamment à cause des traditions patanes. Et si l'Alliance du Nord, évidemment, ne peut pas être qualifiée de démocrate au sens strict du terme, il est incontestable que Ahmed Shah Massoud a représenté tout au long de cette guerre une voie moyenne qui précisément ne cultivait pas la haine de l'Occident. La deuxième chose, c'est que dire que les talibans sont des gens très malheureux parce que l'Occident les a abandonnés ou que le pauvre Osama Ben Laden a été déçu par l'Occident, ça me paraît très exagéré. Je crois qu'au contraire, ce sont des gens qui ont haï l'Occident depuis toujours, l'ont manipulé et ont eu à cœur de diriger leur coup contre les États-Unis pour prendre la suite de l'Iran, pour se donner un monopole de l'anti-américanisme. Et ce sont véritablement des gens qui représentent la forme la plus extrême du fascisme tel que nous l'avons connu en Europe. Il faut faire un distinguo. Il y a parmi les talibans des hommes tels que vous les décrivez, mais il faut quand même faire la part des choses entre ces forces des talibans et de l'idéologie talibane, Oussama Ben Laden qui est animé d'une haine de l'Occident que partagent les talibans, et la masse, la population qui, face à cette idéologie des talibans, subit en quelque sorte. Le Mollah Omar jouit d'un prestige, d'un crédit auprès des Afghans, non pas en sa qualité d'idéologue ou en sa qualité de grand homme, il a un crédit en tant qu'homme pieux, un crédit dû à son piétisme. Nous n'en savons rien. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Que Mollah Omar jouit d'un crédit en tant qu'homme pieux? Moi, j'en suis pas du tout sûr. Pour l'instant, les femmes afghanes déjà, non seulement n'ont pas droit à la parole, mais on ne voit même pas leur visage. On n'a aucune idée de ce qu'elles peuvent penser de Mollah Omar. En ce qui concerne la moitié de l'Afghanistan, on ne sait même pas ce qu'elles peuvent penser de Mollah Omar. Et quant aux hommes, l'état de la liberté d'expression en Afghanistan est tel qu'il est très difficile de parler du prestige de Mollah Omar. Et moi, je suis loin d'être convaincu de ce que vous dites. Et il n'est pas exclu, au contraire, qu'aujourd'hui, les Afghans eux-mêmes soient animés par deux sentiments contradictoires, comme souvent dans ce genre de situation. D'un côté, bien sûr, une peur terrible à l'endroit de ces bombardements qui peut-être peuvent venir du ciel, si tant est que les Américains bombardent, ce qui n'est pas non plus certain. Et puis un deuxième sentiment, c'est qu'il n'est pas impossible que, comme les hommes de Massoud, ils voient une intervention américaine comme une délivrance. Comme une délivrance de leur cauchemar, de leur calvaire. Depuis 1996, les Afghans, les simples gens afghans, vivent un calvaire. Alors Bernard-Henri Lévy, simplement, justement, parce que vous parliez de Mollah Omar, je voudrais moi poser une question toute simple. Est-ce que Mollah Omar a vraiment le pouvoir chez les talibans? Parce qu'on dit beaucoup qu'il y a un gouvernement à Kaboul, que Mollah Omar, lui, vit à Kandahar. Est-ce que c'est la même chose? Il n'est même plus à Kandahar aujourd'hui. Oui, peut-être même plus à Kandahar. Tout d'abord, je voudrais dire que je suis d'accord avec Bernard-Henri Lévy. C'est clair que le gouvernement des talibans a perdu l'appui de la population en grande partie. Autrefois, c'était un espoir pour la population. C'était un petit peu la dernière lueur d'espoir à l'horizon lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir. Et il est certain qu'aujourd'hui, l'adhésion de la population a beaucoup reculé. Mais j'aimerais quand même faire une différence entre le point de vue que nous avons, nous, à l'extérieur. Nous sommes à l'extérieur, nous vivons dans un État
État démocratique, en paix, heureux, et nous regardons la population de l'Afghanistan. Mais quand on regarde de près cette histoire de l'Afghanistan, il est clair qu'ils n'ont pas connu les valeurs démocratiques. Cela fait 20 ans qu'ils connaissent la guerre. Et le premier problème qu'ils connaissent, c'est la faim. C'est un débat qu'on va aborder longuement de toute façon, mais il y a des petits problèmes concrets auxquels je voudrais que vous répondiez. Sur le Mollah Omar et les gouvernements de Kaboul, qui gouverne? Est-ce que Willi Stolz, vous en savez un petit peu plus? Qui gouverne réellement aujourd'hui? Je crains que en zone talibane, personne n'a vraiment le pouvoir. Voilà. Personne ne gouverne. Il y a des comités qui gouvernent. Il y a ce personnage mythique qu'est le Mollah Omar, qui n'intervient pas dans la politique politicienne, si on peut l'appeler comme ça. D'après ce que nous en savons, un ami à moi, un journaliste pakistanais, Ahmed Rashid, dans le courant des 2 dernières années, a été, je crois, le seul à parler à tous les représentants de l'élite talibane, et il m'a dit, lorsque nous nous sommes vus la dernière fois, tu n'imagines pas ce que c'est. La plupart des personnes qui agissent au nom des talibans ne savent pas ce que c'est que le monde. Ça, c'est très intéressant. Alexandre Adler, un mot. Il faut quand même dire que quand on parle d'Afghanistan, c'était bien montré dans la présentation de Jean-Christophe Victor, on parle d'une mosaïque. Alors, Bernard a dit, en ce qui concerne les femmes, elles ne peuvent pas, surtout quand elles avaient commencé tout de même un certain début d'émancipation, soutenir les talibans. Les Tadjiks, qui sont au nord, non plus, parce que c'est un régime qui est foncièrement hostile aux Tadjiks, aux gens qui parlent persan, en dari. Les gens des villes, absolument pas non plus, car c'est un régime qui est foncièrement anti-urbain. Et les chiites, les Hazaras, sont eux très activement persécutés. Ils n'ont aucun espoir dans ce régime. Et tout ça, quand même, si on ajoute, ça fait déjà près de 50% de la population, plus bien sûr tous les Afghans qui sont partis. C'est le pays du monde où il y a le plus de réfugiés hors des frontières aujourd'hui, en Iran, au Pakistan, partout. Alors, en ce qui concerne les Pathans Pashtuns, c'est-à-dire l'ethnie autrefois dominante, la question est plus complexe encore parce que je parle avec des spécialistes bien plus qualifiés que moi, mais les Pathans, les Pashtuns avaient leur propre tradition, la loi Pathan, le Pashtun Wali. Ils avaient leurs assemblées et tout cela est aboli par les talibans au nom d'une conception radicale de l'islam. Et je peux dire que les tribus les plus traditionnelles, les Youssef Sai, les Ahmed Sai, ne supportent pas non plus la façon dont ce régime est en train de supprimer les dernières traditions locales. Donc, personnellement, j'aurais tout à fait tendance à aller dans le sens de Bernard-Henri Lévy. Il y a une grande majorité des Afghans qui voudraient être débarrassés de ce régime, qui est un régime par ailleurs terroriste. On reviendra sur la société afghane. Un mot encore. Quand on demande si Mollah Omar a le pouvoir, est-ce que quelqu'un a le pouvoir en Afghanistan, et qu'au fond personne n'aurait le pouvoir dans ce pays, il y a bien quelqu'un qui a le pouvoir quand même d'encager les femmes. Il y a bien quelqu'un qui a le pouvoir d'interdire les vols de cerfs-volants et d'interdire le rire. Il y a bien quelqu'un qui a le pouvoir de créer cette terreur abjecte, terrible, dont tous les témoignages font état à Kaboul et ailleurs, d'interdire aux petites filles d'être éduquées, d'interdire aux femmes de se faire soigner, d'interdire les hôpitaux, de trafiquer les médicaments, de détourner les médicaments et l'aide alimentaire. Il y a bien quelqu'un qui a le pouvoir de tout ça. Alors, c'est bien joli de dire c'est pas tout à fait la démocratie, ils n'ont pas les mêmes traditions, ils ont d'autres manières d'exercer pouvoir. Il y a bien un pouvoir, et pas n'importe quel pouvoir. Adler a prononcé le mot, je crois, juste, un pouvoir fasciste. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que dans tous les pouvoirs fascistes ne fonctionnent pas en effet comme les pouvoirs dont nous avons l'habitude. Est-ce que l'ayatollah Khomeini avait le pouvoir depuis comme au début de la révolution iranienne? Est-ce que dans les longues périodes où il ne s'exprimait pas, est-ce que Hitler avait le pouvoir par rapport à tel ou tel autre... Voilà, donc c'est un mode de fonctionnement du pouvoir différent qui a de quoi nous dérouter, mais qui n'en est pas moins terrible. Sur la société afghane, qui est un sujet formidable, très intéressant, et on va y revenir largement dans le deuxième débat, là je voudrais qu'on avance un petit peu plus sur l'aspect géopolitique. Vraisemblablement, donc ce dont on est parti, les Américains s'apprêtent à intervenir d'une manière ou d'une autre en Afghanistan. Si les Américains interviennent, les Afghans, donc de toute façon, sont en première ligne. Quelles vont être les conséquences, les risques d'une telle intervention? Lorsque les premières bombes vont tomber sur l'Afghanistan, c'est le Pakistan qui tremble sur ses fondements à cause de la réaction d'une part des Pashtuns pakistanais et d'autre part à cause de la réaction des islamistes pakistanais.
Et ça, c'est l'enchaînement fatal dans cette situation géopolitique. Si le Pakistan est ébranlé, alors c'est l'Inde qui va être inquiète et ça pourrait avoir des conséquences. D'après moi, si on veut rester dans le contexte géopolitique, le plus grand danger, c'est celui de l'équilibre régional avec l'Inde d'un côté, et puis il y a tous les États islamiques de la région qui font une sorte de contrepoids. Le grand danger, d'après moi, c'est ces forces centrifuges au Pakistan. Le Pakistan, c'est un État-nation, mais en fait, c'est aussi un État composé de beaucoup d'ethnies. Et le pouvoir central à Islamabad n'est pas, en fait, vraiment présent dans tous les recoins du pays. Moi, je suis allée dans une région au nord du Pakistan. Les gens répondent « Ah, mais moi, je suis d'ici » et ils ne se sentent pas du tout pakistanais. C'est une notion qui leur est totalement étrangère. Je crois donc que s'il y a une explosion en Afghanistan, cela va déstructurer le Pakistan. Et je ne vois même qu'une clarification nécessaire à ce que le Pakistan se confronte finalement à la nécessité de vivre dans une communauté internationale. Et tout d'abord, vous êtes d'accord que ça aura une répercussion énorme sur le Pakistan? Bien sûr, c'est d'ailleurs ce que Oussama Ben Laden avait à l'esprit. Il sait très bien que cette armée pakistanaise vit sur un double langage. D'un côté, elle encourage l'islamisme intérieur, et de l'autre, elle continue à vivre dans une certaine nostalgie de l'alliance américaine qui a fait suite à l'alliance britannique, mais de moins en moins. C'est-à-dire que les vieux généraux pendjabis de culture indienne et de formation britannique laissent la place quand même à de jeunes capitaines et colonels, notamment passés par l'ASA et la guerre afghane, souvent des Pashtuns, souvent des Pathans, et souvent des islamistes convaincus qui n'ont plus du tout cette nostalgie de l'Empire britannique, qui n'ont pas gagné leur médaille en Birmanie ou à l'Alamein, et qui se moquent comme d'une guigne de l'Occident. Mais le Pakistan n'est pas cela. Le Pakistan est le premier État musulman à avoir été gouverné par une femme. Et quelle femme? Benazir Bhutto. Ses partisans ont encore remporté des élections partielles il y a quelques semaines. Cela a mis M. Musharraf, le général Musharraf, en grande difficulté. Et en réalité, Madame avait raison de dire que dans le nord Pathan et encore plus au Beloutchistan, on n'est pas tout à fait dans le même état. Mais au Pendjab et au Sindh, c'est-à-dire 80% de la population du Pakistan, il y a une identité pakistanaise, c'est-à-dire indienne musulmane, et il y a un désir non seulement d'être un État, mais jusqu'à nouvel ordre de fortes pressions poussées démocratiques, parce que, à la différence de l'Afghanistan, le Pakistan a été plusieurs fois en démocratie depuis sa fondation. Oui. Bernard-Henri Lévy, votre idée, si les Américains interviennent? Moi, je suis d'accord avec ça. Je pense que, en effet, l'un des premiers pays, avec Sri Lanka au même moment, avec Mme Bandaranaike, enfin avant d'ailleurs le Sri Lanka, à avoir porté une femme au pouvoir, des tendances démocratiques tout à fait prononcées. Un embryon d'unité nationale ou même davantage. D'ailleurs, c'est un État récent, le Pakistan. N'oublions pas, le Pakistan date... Le Pakistan a le même âge à un an près qu'Israël. C'est 1947, regroupement des musulmans du sous-continent indien. Alors, il y a tout ça. Et puis, d'un autre côté, il y a autre chose. Il y a la dictature militaire, il y a une culture politique du tragique, une culture politique de la mort. Moi, j'avais rencontré autrefois, je connais un petit peu le Pakistan de l'époque du début des années 70. J'avais rencontré Zulfikar Ali Bhutto, par exemple, qui était le père de Benazir Bhutto, qui incarnait bien cette dichotomie du Pakistan. D'un côté, c'était un occidental, tout à fait au fait des idées démocratiques, et puis d'un autre côté, c'était un populiste dur et animé par cette espèce de culture de la mort dont je parlais tout à l'heure. Alors le Pakistan, c'est tout ça, c'est une poudrière idéologique et spirituelle. Mais il y aura des répercussions au-delà du Pakistan aussi. Donc qu'il y ait des répercussions sur le Pakistan, pourquoi pas? Que cela oblige certains, à l'intérieur même du Pakistan, à prendre position, à clarifier des positions, pourquoi pas? Au-delà du Pakistan, pour l'instant, vous savez, quand on regarde le calcul de Ben Laden, en effet, ou de ceux qui ont provoqué l'attentat du World Trade Center, était celui d'un grand mouvement de toutes les opinions arabes et de tous les États arabes, y compris modérés, d'un grand basculement dans la coalition anti-américaine et anti-occidentale. C'était ça le calcul. Voilà. Est-ce qu'on va Comment vers vous appelez ça, Alexandre? Polarisation généralisée avec le djihad de Ben Laden, l'islamisme radical ou avec les Américains contre l'Occident. Ça n'en prend pas le chemin. Ça, c'était le calcul. Quel était le but de guerre de Ben Laden? C'était ça. Son obsession, c'est pas Israël, c'est peut-être même pas tant les États-Unis
que les dirigeants arabes à ses yeux corrompus, Arabie Saoudite, Émirats, etc. Voilà. Et l'idée était de provoquer un soulèvement, une colère des opinions arabes contre leurs dirigeants. Je ne suis pas sûr qu'on aille vers cela. Alors, on va aller un petit peu plus vite parce qu'il faut qu'on avance dans la soirée. Simplement encore une question rapide. Bernard-Henri Lévy, par exemple, l'assassinat de Massoud a-t-il renforcé les talibans ? Est-ce que ça empêche, par exemple, les Américains d'intervenir, d'aider plus la résistance? Écoutez, ce qui est sûr, c'est que les talibans l'ont fait pour ça. C'était évidemment le premier acte de la tragédie, le prélude, c'était la mort de Massoud. Comme s'ils avaient anticipé d'ailleurs la riposte américaine qui va avoir lieu dans les prochaines semaines, ils ont préalablement éliminé celui qui aurait été, en effet, celui qui appelait de ses voeux d'ailleurs, une intervention de l'Occident en Afghanistan. Est-ce que ça va les renforcer pour autant? Je n'en sais rien. Parce que je crois qu'en Afghanistan, et notamment dans la partie contrôlée par l'Alliance du Nord, l'émotion est très très grande. On parlera de Massoud tout à l'heure et on verra. On va y revenir dans un instant. Simplement, je voudrais vous rappeler d'abord qu'effectivement, le commandant Massoud est mort dans un attentat à 47 ans, quelques jours seulement, Bernard-Henri Lévy le disait, avant les attentats aux États-Unis. Il a été victime d'une bombe que des terroristes avaient cachée dans une caméra en se faisant passer pour des journalistes venus l'interviewer. Et là encore, l'ombre de Ben Laden plane sur cet attentat. Vous voyez ici des images de ses obsèques. Ces obsèques ont été célébrées dimanche dernier dans la vallée du Panjshir. Les propos de son fils de 13 ans, Ahmed, qui a dit « Mon père était prêt à mourir, mais il aurait dû mourir après l'indépendance ». Ces propos ont fait pleurer tous les partisans de Massoud. D'autant que le jeune Ahmed a ajouté « Je veux suivre le chemin de mon père et obtenir l'indépendance de mon pays ». Là, je me retourne vers vous de nouveau, Bernard-Henri Lévy, je vous redonnerai la parole. Mais est-ce que vous avez le sentiment que Massoud relevait-il vraiment d'une idée plus moderne et était vraiment lutté contre l'obscurantisme en Afghanistan? Bien sûr, oui. Et je suis très choqué lorsque l'on renvoie dos à dos les deux partis. Ça n'est pas exact. Massoud incarnait un islam éclairé, un islam tourné vers les valeurs démocratiques, même si en effet la démocratie ne se fait pas en un jour, et même si les traditions démocratiques en Afghanistan ne sont pas comparables à ce qu'elles peuvent être dans d'autres pays. Mais enfin, il relevait de cela. Il avait en haine l'islam intégriste et l'islam mortifère de ses adversaires talibans. Il était, par exemple, on parlait de la haine de l'Occident des talibans, il y avait chez Massoud un amour très profond, non pas de l'Occident en général, mais de la France. Moi, je me souviens dans toutes les conversations... Mais n'était-il pas un héros seulement en France aussi? C'est ce qu'on peut se poser. Écoutez, il était un héros dans son propre... Non, il était un héros dans son propre pays. Moi, j'ai été le témoin de scènes très belles. J'ai assisté, j'ai raconté souvent dans des articles, des reportages pour Le Monde et ailleurs, des moments entre Massoud et ses commandants, entre Massoud et ses hommes sur les lignes de front. C'était un chef militaire respecté, c'était un responsable politique responsable et aimé, et ça n'était pas, c'était pas le Gorbatchev de l'Afghanistan, il ne faut pas dire ça. Wieland. Je comprends ce que vous dites, mais je crois qu'en Allemagne, on recevait l'image de Massoud de façon très différente à celle que l'on avait en France. En fait, nous savons tous que dans les années 70, Massoud, avec Hekmatyar, est quelqu'un qui a essayé d'obtenir de l'aide au Pakistan en tant que leader islamiste. Dans les années 70, voyons, il avait 15 ans. Mais non, attendez, mais ne dites pas dans les années 70. Massoud avait 15 ans, 16 ans. Il n'a pas essayé d'obtenir l'aide à cet âge-là. Massoud a 23 ans en 1980. Mais si, alors lisez des documents, regardez un petit peu ce que les services secrets pakistanais écrivent. En 1980, il y a en effet deux courants dans la résistance afghane. Il y a le courant fondamentaliste de Gulbuddin Hekmatyar et le Hezbi Islami, le Jamiat Islami. Mais non, il y avait bien d'autres choses. Il y a 6 mouvements en 1980. Je crains qu'on ne puisse pas entrer dans les détails. Je crois que vous ne serez pas d'accord sur Massoud. Ce que veut dire Helmut Wieland, c'est qu'en Allemagne, apparemment, Massoud n'a pas la même. L'image de Massoud en Allemagne et en France, ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est son image en Afghanistan. Et en Afghanistan, depuis 1980, il y avait des mouvements de résistance fondamentalistes, Hekmatyar, Jamiat Islami et autres, et il y avait un islam éclairé qui a été représenté notamment et surtout, qui était incarné par le commandant Massoud. Helmut Wieland n'est pas d'accord avec vous, va demander à Willi Stoll ce qu'il en pense. Rapidement. Pouvons nous mettre d'accord, je crois. Je connais Massoud, je l'ai observé au
combat, j'étais avec lui sur le terrain, au front. C'est un homme remarquable, c'est un homme charismatique, c'est un homme admirable. C'est un musulman pur et dur, non fondamentaliste, contrairement à d'autres tendances, et il ne faut pas oublier que c'est un Tadjik, et les autres sont des Pashtuns. Et très vite, à l'époque des Moudjahidines, la fracture ethnique est réapparue. Je crois que nous pouvons nous mettre d'accord là-dessus. Tout le monde est d'accord. Alexandre Adler, un mot pour terminer. J'ajouterais quand même que les Pakistanais ont tout de suite trouvé Massoud pas de leur goût, parce qu'il n'était ni discipliné, ni capable d'être enrégimenté dans leur conception de l'islamisme, et que c'est la DGSE française, dans des camps en Chine, qui lui a donné finalement les armes et l'entraînement, et lui a permis de devenir le lion du Panjshir. Et je voudrais ici rendre hommage à mon ami Thierry Imbaud, qui est mort dans des circonstances curieuses il y a quelques mois, et qui a été le commandant de ce camp, et qui a été donc à ce moment-là un de ceux qui ont aidé tout simplement Ahmed Shah Massoud à devenir le héros qu'il est ensuite devenu. Justement, nous allons voir le remarquable document de Christophe de Ponfilly, Massoud l'Afghan, au-delà du portrait de ce héros de la résistance aux soviétiques, puis aux talibans, au-delà de l'histoire même de Massoud, c'est toute l'histoire de ces 20 dernières années en Afghanistan que vous allez voir dans ce documentaire remarquable, 20 années de guerre.